Le silence dans le manoir fut brisé par un son que personne n'attendait, le rire d'un enfant. Pendant 6 mois, cette maison s'était transformée en un champ de bataille silencieux. Les murs blancs ne résonnaient que de pleurs désespérés, de cris incessants et du bruit des portes claquant, tandis que les nourrices fuyaient avec des valises à la main et des larmes aux yeux. Cette femme avait déjà abandonné. Cette professionnelle qualifiée, avec des diplômes et des références impeccables, qui avait juré de ne jamais revenir. Le bébé ne mangeait pas. Il ne dormait pas. Il ne faisait que pleurer comme si quelque chose en lui était irrémédiablement brisé. Et peut-être l'était-il. Ce jeudi matin, lorsque la 8e candidate franchit le portail principal, personne n'avait d'espoir. La gouvernante regarda par la fenêtre et soupira en voyant la femme descendre d'un vieux bus au coin de la rue, ne portant qu'un sac usé sur l'épaule. Ses chaussures étaient abîmées. La robe simple et propre ne cachait pas la réalité. Elle était pauvre. Très pauvre. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une tranquillité inexplicable. Comme si elle savait exactement où elle mettait les pieds. Dans le salon, le milliardaire assis sur le canapé en cuir italien tenait sa tête entre ses mains. Il ne dormait plus correctement depuis des mois. Depuis le jour où sa femme était morte, 3 semaines après l'avoir accouchée, tout s'était effondré. L'empire financier tenait toujours debout, mais l'homme derrière lui était en ruine. Le bébé, maintenant âgé d'1 an et demi, rejetait tout et tous. C'était comme s'il cherchait quelque chose qui ne reviendrait jamais. Quand la sonnette retentit, les pleurs reprirent à l'étage. Stridents, désespérés, se sont transpercés l'âme de quiconque l'entendait. La gouvernante ouvrit la porte avec l'expression fatiguée de quelqu'un ayant déjà vu cette scène maintes fois. « Vous devez être la nouvelle candidate », dit-elle sans émotion. La femme acquiesça. Ses yeux sombres balayèrent le hall d'entrée avec une étrange familiarité, comme si elle connaissait déjà chaque détail de ce lieu. Mais c'était impossible. Elle n'y avait jamais été. Ou peut-être que si. Vous pouvez monter. Monsieur vous attend dans le salon. Mais je vous préviens, le bébé n'accepte personne. Préparez-vous à repartir rapidement. Elle ne répondit pas. Elle monta simplement les escaliers d'un pas assuré, tandis que les pleurs s'intensifiaient. Lorsqu'elle entra dans le salon, le milliardaire leva les yeux. Il était épuisé. Ses cernes profondes trahissaient des nuits blanches. Il ne la regarda presque pas avant de commencer à parler. « Je sais que vous avez besoin du travail. Toutes en avaient besoin. Mais je dois être honnête, mon fils n'accepte personne. Il pleure sans arrêt. Il ne mange pas. Il ne dort pas. J'ai déjà consulté 12 pédiatres. Tous ont dit que c'était un traumatisme. Il a perdu sa mère et maintenant, il semble lui aussi perdu. » Sa voix faillit à la fin. Il avala sa salive et détourna le regard. La femme resta silencieuse. Mais ses yeux brillaient d'un quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, de la douleur, et une détermination silencieuse. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Le milliardaire hésita. Les pleurs venant de la chambre du bébé étaient maintenant assourdissants. Il fit un geste fatigué de la main, comme quelqu'un qui avait déjà tout abandonné. Elle monta à un autre étage. La porte de la chambre était entr'ouverte. À l'intérieur, le bébé était dans le berceau, le visage rouge de tant pleurer. Ses petites mains s'accrochaient aux barreaux comme s'il essayait d'échapper à une prison invisible. Lorsqu'elle entra, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le bébé cessa de pleurer instantanément. Ses grands yeux humides se fixèrent sur elle. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de la reconnaissance. Comme s'il savait qui elle était. Comme s'il l'avait attendue pendant tous ces mois d'agonie. Il tendit les bras. La femme s'approcha lentement. Son cœur battait à tout rompre. Il y avait quelque chose dans ce bébé qui la tirait avec une force inexplicable. Elle se pencha sur le berceau et le prit dans ses bras avec précaution. Et alors, cela se produisit. Le bébé inclina sa petite tête et embrassa son visage. Un baiser humide et innocent. Puis, il posa son front contre le sien et ferma les yeux. Pour la première fois en 6 mois, il se détendit complètement. Ses muscles tendus se relâchèrent. Sa respiration s'apaisa. Et il s'endormit. En bas, le milliardaire et la gouvernante entendirent le silence. Un silence si profond qu'il semblait impossible. Ils se regardèrent, incrédules. La gouvernante monta en courant les escaliers, suivie par son employeur. Lorsqu'ils ouvrirent la porte de la chambre, ils virent la scène qui changerait tout. La nourrice inconnue était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, le bébé endormi dans ses bras. Elle fredonnait doucement une ancienne mélodie. Une berceuse que la défunte épouse avait l'habitude de chanter. Mais comment pouvait-elle le savoir? Le milliardaire sentit ses jambes fléchir. Cette musique, il ne l'avait pas entendue depuis les funérailles. Il n'en avait parlé à personne.
C'était quelque chose d'intime entre lui et son épouse. « Comment connaissez-vous cette musique » murmura-t-il, la voix tremblante. La femme leva les yeux. Et dans ses yeux, il y avait des larmes. « Je ne sais pas. Cela m'est simplement venu à l'esprit. » Mais c'était un mensonge. Elle savait. Elle savait quelque chose qu'elle-même ne pouvait expliquer. Cette maison, ce bébé, cette musique. Tout semblait étrangement familier, comme des fragments d'un rêve oublié revenant par flash. Le milliardaire fit un pas en avant. Pour la première fois depuis des mois, il vit de l'espoir. Pas un espoir rationnel, mais quelque chose de viscéral. Instinctif. « Vous êtes engagé, dit-il. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Maintenant. » La femme acquiesça. Elle savait que ce n'était pas simplement un emploi. C'était quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais qui l'attirait irrésistiblement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de sa mère, le bébé dormit toute la nuit. Il mangea tout son dîner. Il sourit. Et chaque fois qu'il voyait la nouvelle nourrice, il tendait les bras pour être pris, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Dans les jours suivants, la transformation fut complète. L'enfant qui n'était qu'un fantôme de lui-même revint à la vie. Il riait, jouait, mangeait avec appétit, et suivait la nourrice partout avec une dévotion absolue. Mais tandis que la joie revenait dans cette maison, quelque chose d'autre commençait à se dérouler. La femme ressentait des vagues de familiarité troublantes. Elle reconnaissait des objets. Elle savait où se trouvaient des pièces qu'elle n'avait jamais vues. Et lorsqu'elle passait devant le piano dans la salle de musique, ses doigts démangeaient de jouer une mélodie spécifique. Une mélodie que seule la défunte épouse connaissait. Le milliardaire observait tout avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Qui était cette femme? Pourquoi son fils réagissait-il à elle comme s'il la connaissait depuis toujours? Les réponses s'étaient enfouies dans le passé. Dans une promesse faite par deux filles de 11 ans, 20 ans auparavant, avant d'être séparées par un déménagement soudain. Une promesse murmurée entre les larmes. Si quelque chose arrive à l'une de nous, l'autre prendra soin de celui que nous aimons le plus. Mais personne ne le savait encore. Même elle ne s'en souvenait pas complètement. La mémoire enfantine était fragmentée, cachée sous des couches de temps et d'oubli. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, quelqu'un observait tout attentivement. Quelqu'un qui n'accepterait pas facilement cette intrusion. Quelqu'un qui portait encore le deuil comme une armure et la mémoire comme une arme. La tempête se formait. Et quand elle arriverait, elle testerait non seulement l'amour, mais la définition même de ce que signifie être une famille. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qui vient ensuite bouleversera tout ce que vous imaginez sur le destin et les secondes chances. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce premier jour, et le manoir semblait renaître. Le bébé se réveillait en souriant. Il mangeait tous ses repas. Il dormait paisiblement toute la nuit. Et le plus impressionnant, il avait commencé à prononcer ses premiers mots. Pas maman ou papa, comme on pourrait s'y attendre. Son premier mot fut son nom à elle. La nourrice était devenue le centre de l'univers de cet enfant. Il ne supportait pas de rester loin d'elle plus de quelques minutes. Quand elle quittait la chambre, il pleurait. Quand elle revenait, ses yeux brillaient comme si le soleil était né à nouveau. Pour le milliardaire, voir son fils heureux était un miracle. Mais c'était aussi perturbant. Il observait l'interaction entre les deux avec un mélange de profonde gratitude et de quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de l'inquiétude. Comme s'il y avait quelque chose d'important qu'il devait savoir, mais qui restait caché dans l'ombre. La nourrice, quant à elle, se sentait de plus en plus connectée à cette maison. Pas seulement au bébé, mais à l'espace lui-même. Elle savait où se trouvait le garde-manger avant même que quelqu'un le lui dise. Elle connaissait le chemin vers le jardin arrière sans y être jamais allée. Et un matin, lorsqu'elle passa devant la bibliothèque, ses pas la conduisirent directement vers une étagère précise où elle tira un vieux livre de poésie usé. À l'intérieur, une photo ancienne marquait une page. 2 filles d'environ 10 ans, enlacées et souriantes. L'une portait une robe bleue avec un nœud blanc. L'autre, une robe jaune avec des fleurs brodées. Elle prit la photo entre ses mains tremblantes. Cette robe jaune, elle était sûre de l'avoir déjà vue. Ou portée. La sensation était si forte que son cœur s'emballa. C'est son album. La voix derrière elle la fit sursauter. C'était le milliardaire, debout à l'entrée de la bibliothèque, une tasse de café à la main. Ses yeux étaient fixés sur la photo. Ma femme adorait ce livre. Elle disait que cette photo était de sa meilleure amie d'enfance. Elles se sont séparées enfants et ne se sont jamais retrouvées. Il s'approcha et prit la photo délicatement, comme on tient quelque chose de sacré. Elle disait toujours que, si un jour elle avait un enfant, elle voudrait que cette amie soit la marraine.
Mais elle n'a jamais réussi à la retrouver. Elle a essayé pendant des années. Engagé des détectives. Rien. C'était comme si la fille avait disparu. La nourrice sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains se glacèrent. La pièce se mit à tourner. Elle regarda à nouveau la photo. La robe jaune. Le sourire de la fille. Et puis, comme un éclair traversant l'obscurité, un souvenir explosa dans son esprit. Elle avait 11 ans. Elle était assise sous un arbre dans le parc avec sa meilleure amie. Les deux faisaient des promesses solennelles, comme seuls les enfants savent le faire, croyant que les mots ont le pouvoir de changer le destin. Si un jour j'ai un bébé et qu'il m'arrive quelque chose, tu promets de t'en occuper. Je promets. Et toi, tu promets la même chose? Je promets. Elles scellèrent le pacte par une étreinte forte. Quelques jours plus tard, le déménagement eut lieu. Leurs parents perdirent leur emploi et durent partir pour un autre état sans prévenir. Il n'y eut pas de vrais adieux. Juste un mot griffonné à la hâte et des larmes sur la vitre de la voiture tandis qu'elle s'éloignait. Elle ne revit jamais son amie. Avec le temps, le souvenir s'estompa. Devint quelque chose de lointain. Presque irréel. Mais maintenant, 20 ans plus tard, tout avait un sens. Elle tenait la promesse. Sans le savoir. Sans le planifier. Comme si le destin avait cousu des fils invisibles pour la ramener exactement au moment nécessaire. Ça va. La voix du milliardaire la sortit de sa transe. Elle cligna des yeux rapidement, cachant les larmes qui menaçaient de tomber. Oui. Désolé. J'ai juste trouvé la photo jolie. Il scruta son visage attentivement. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Mais avant qu'il ne puisse poser la moindre question, la gouvernante apparut à la porte. « Monsieur, votre belle-sœur est là. » L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Le milliardaire referma le livre avec force et le remit sur l'étagère. Sa mâchoire se contracta. « Dites-lui que je suis occupé. » Elle insiste. « Dis que c'est à propos du bébé. » Il soupira lourdement. Sa posture révélait une fatigue qui n'était pas physique, mais émotionnelle. Comme si cette visite était une bataille qu'il n'avait pas l'énergie de livrer. Laissez-la entrer. La femme qui franchit la porte de la bibliothèque était élégante et froide. Ses yeux sombres balayèrent la pièce d'un regard évaluateur avant de se poser sur la nourrice. Son regard n'était pas seulement désapprobateur. Il était hostile. « Alors c'est la nouvelle nourrice, » dit-elle d'une voix tranchante. « La 8e, n'est-ce pas ?» Elle accentua le chiffre comme s'il s'agissait d'une accusation. Le milliardaire fit un pas en avant, se plaçant entre les deux. « Elle n'est pas comme les autres. Mon fils va enfin bien. Il mange, dort, sourit. Pour la première fois depuis que ma sœur est morte. » Le silence qui suivit fut lourd. La belle-sœur croisa les bras et leva le menton. « Je suis venue parce que je suis inquiète. Pas pour la nourrice, mais pour vous. Pour ce qui se passe dans cette maison. Ma sœur est à peine morte depuis 1 an et demi et vous êtes déjà en train de la remplacer? » « Personne ne remplace personne, » répondit-il d'une voix tendue. « J'essaie de m'occuper de notre fils. Quelque chose que vous devriez soutenir au lieu de contester. » « Soutenir? Comment puis-je soutenir quand je vois une étrangère prendre la place de ma sœur? Quand je vois mon neveu s'attacher à quelqu'un que nous connaissons à peine? Et si elle disparaît demain? Et si elle lui fait du mal? » La nourrice ressentit chaque mot comme un coup de poing. Elle voulut se défendre, mais aucun mot ne sortit. Parce qu'une part d'elle comprenait. Elle aurait aussi eu peur si elle avait été à la place de cette femme. Mais il y avait quelque chose de plus dans cette attaque. Quelque chose au-delà de la véritable inquiétude. Il y avait de la possessivité, du contrôle, et peut-être même de l'envie. Ma sœur vous a fait confiance pour vous occuper de son enfant, pas d'une étrangère. Elle fait un travail exceptionnel, répliqua le milliardaire. Mon fils est heureux. Cela devrait suffire. Heureux? Ou confus? C'est un bébé. Il ne sait pas faire la différence entre une mère et une nourrice. Vous le laissez trop s'attacher. Et quand elle partira, parce qu'un jour elle partira, que se passera-t-il? Il souffrira encore. Vous êtes égoïste. Le milliardaire serra les poings. Sa mâchoire tremblait de colère contenue. Sortez de ma maison. Je vais sortir. Mais sachez que je ne resterai pas les bras croisés à vous regarder détruire la mémoire de ma sœur. Si nécessaire, je chercherai une aide légale. Je contesterai votre capacité à élever cet enfant. Parce que clairement vous ne pensez pas à son bien. Elle partit en claquant la porte. L'écho résonna dans toute la maison. Le milliardaire resta immobile, respirant lourdement.
Lorsqu'il se retourna enfin, ses yeux rencontrèrent ceux de la nourrice. Il y avait de la douleur là, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Désolé pour ça. Elle gère son deuil à sa manière. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas seulement du deuil. C'était une guerre. Et celle-ci n'avait été que la première bataille. Cette nuit-là, lorsque la nourrice mit le bébé au lit, il saisit son visage avec ses petites mains et plongea son regard dans le sien. Et il murmura quelque chose qui fit battre son cœur à l'arrêt. Un nom. Le nom de sa mère. Comme s'il reconnaissait en elle quelque chose qu'elle-même n'était pas certaine de comprendre. Les jours suivants furent marqués par un silence tendu. La belle-sœur ne revint pas, mais sa menace planait sur la maison comme un nuage sombre sur le point de s'effondrer. La nourrice savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas simplement attendre que la tempête arrive et détruise tout. Mais que faire? Elle n'avait pas de ressources. Pas d'avocat. Pas de pouvoir. Tout ce qu'elle avait était la vérité. Et peut-être que cela suffirait. Ce matin-là, alors que le bébé jouait sur le tapis du salon avec ses blocs, elle prit une décision. Elle devait parler au milliardaire. Elle devait tout lui raconter. Même s'il ne croyait pas. Même si cela semblait fou. Elle le trouva dans le bureau, plongé dans des papiers et des contrats. Il leva les yeux lorsqu'elle frappa à la porte, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Une connexion silencieuse. Comme si tous deux savaient que cette conversation allait tout changer. « Je dois vous dire quelque chose », commença-t-elle, la voix tremblante. « À propos de la photo. À propos de votre femme. » Il se renfonça dans son fauteuil, les yeux attentifs. Il ne dit rien. Il attendit simplement. « J'étais la fille en robe jaune. » Les mots sortirent comme un murmure, mais portaient le poids de 20 ans de séparation. Le milliardaire resta immobile, traitant l'information, essayant de comprendre s'il avait bien entendu. Quand j'avais 11 ans, ma famille a déménagé sans prévenir. J'ai perdu le contact avec elle. Avec ma meilleure amie. Je n'ai jamais su son nom complet car nous étions des enfants. Je ne connaissais que son prénom et le fait que nous habitions dans le même quartier. Elle respira profondément, les larmes commençant à brouiller sa vision. Nous avons fait une promesse ce jour-là, sous l'arbre du parc. Nous avons promis que si quelque chose arrivait à l'une de nous, l'autre prendrait soin de celui que nous aimions le plus. C'étaient des paroles d'enfant. Innocentes. Mais je ne les ai jamais complètement oubliées. Le milliardaire se leva lentement. Ses yeux étaient écarquillés. Incrédulité. Choc. Et quelque chose qui ressemblait à un espoir désespéré. Vous vous dites que... Je ne le savais pas quand je suis venu à l'entretien. Je n'avais aucune idée. Mais quand je suis entré dans cette maison, quelque chose en moi a tout reconnu. La musique que je lui ai chantée, elle me la chantait quand nous étions petites. Le piano dans la salle de musique, nous avons appris à jouer ensemble. Je ne m'en souvenais pas consciemment, mais mon corps se souvenait. Mon âme se souvenait. Il fit le tour du bureau, s'approchant d'elle avec des pas hésitants. Ma femme m'a parlé de vous. Elle vous a cherché pendant des années. Elle a dépensé des fortunes en détective. Mais vous aviez changé de nom après que vos parents aient divorcé. La piste était effacée. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. J'ai aussi essayé de la retrouver quand j'ai grandi. Mais sans nom complet, sans adresse, c'était impossible. Et ensuite la vie est arrivée. Je devais survivre. Travailler. Les souvenirs ont été laissés derrière. Il était maintenant devant elle, si proche qu'elle pouvait voir les larmes se former dans ses propres yeux. Elle m'a dit quelque chose avant de tomber dans le coma. Quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. Sa voix se brisa. Il eut besoin d'un instant pour se reprendre. Elle a dit, « Si je ne survis pas, elle reviendra. Je sais qu'elle reviendra. » Elle a promis. Je pensais que c'était un délire. La fièvre. Mais elle parlait de vous. Le silence qui suivit fut interrompu seulement par les sons du bébé jouant dans la pièce voisine. Ce son léger et heureux contrastait avec l'intensité émotionnelle de ce moment. Votre fils m'a reconnu parce qu'elle a laissé quelque chose en lui. Une marque. Un signe. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il savait. Dès le premier instant, il savait que j'étais la personne en qui sa mère aurait confiance. Le milliardaire se couvrit le visage de ses mains. Son corps tremblait. Quand il parla enfin, sa voix était brisée. Je pensais trahir sa mémoire. Quand j'ai commencé à ressentir quelque chose pour vous, je pensais que c'était mal. La confession l'a surpris. Son cœur battit à toute vitesse. Moi aussi, je l'ai ressenti, murmura-t-elle. Et je me suis détesté pour ça. J'ai cru que je remplaçais ma meilleure amie, que je prenais sa place. Il leva les yeux, et pour la première fois depuis des mois, il y avait de la clarté.
Vous ne remplacez personne. Vous tenez une promesse. Et peut-être qu'elle savait que ce n'était pas seulement pour s'occuper du bébé. C'était pour prendre soin de nous tous. Mais la paix de ce moment fut de courte durée. Car cet après-midi-là même, la belle-sœur revint. Et elle n'était pas seule. Un homme en costume impeccable, portant une mallette en cuir, entra derrière elle. Avocat. Elle avait tenu sa menace. Je viens vous notifier officiellement, dit la belle-sœur froidement. J'intente une action pour contester la garde de mon neveu. J'ai des preuves que vous n'êtes pas psychologiquement capable de l'élever. Et cette nourrice, cette étrangère que vous avez laissée entrer dans sa vie, en est la preuve. Le milliardaire resta calme. Terriblement calme. Vous pouvez essayer. Mais vous perdrez. Nous verrons. Aucun juge ne trouvera approprié qu'un enfant s'attache de cette manière à une employée. C'est malsain. C'est alors que la nourrice fit un pas en avant. Sa voix, auparavant timide, sonnait maintenant ferme. Déterminée. Je ne suis pas seulement une employée. Je suis la meilleure amie d'enfance de votre sœur. Et elle m'a fait promettre que je prendrais soin de son fils si quelque chose lui arrivait. Je ne fais que tenir ce qu'elle a demandé. La belle-sœur se figea. Son visage pâlit. C'est ridicule. Vous inventez. Je n'invente rien. Et je peux le prouver. La nourrice quitta la pièce et revint quelques minutes plus tard avec quelque chose dans les mains. Une vieille boîte à chaussures usées. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines de lettres écrites par deux filles pendant tout un été, avant leur séparation. Elle en prit une et la lut à voix haute. L'écriture enfantine racontait la promesse. Les mots exacts. La date. Les signatures des deux. La belle-sœur resta silencieuse. Son avocat feuilleta rapidement les lettres, son expression passant de la confiance à l'incertitude. « Cela ne prouve rien légalement, dit-il, mais la conviction avait disparu de sa voix. « Cela prouve l'intention, répondit le milliardaire. « Cela prouve que ma femme voulait qu'elle fasse partie de la vie de notre fils. Et cela prouve que je ne perds pas la tête. Je respecte sa volonté. » La belle-sœur regarda la nourrice avec un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la défaite. Mais il y avait aussi de la confusion. Comme si elle essayait de comprendre comment tout cela était possible. « Ma sœur ne m'a jamais parlé de cette promesse, » murmura-t-elle. « Parce que c'était quelque chose qui nous appartenait. Quelque chose de sacré. Elle n'avait pas besoin de le dire à qui que ce soit. Il suffisait qu'elle ait confiance qu'au moment venu, je serais là. » L'avocat rangea les documents et regarda la belle-sœur. « Nous n'avons pas de dossier. Si elle peut prouver cette connexion, tout juge considérera qu'il existe des liens affectifs légitimes. Il n'y a pas de négligence. Pas de danger. Juste un enfant heureux et en bonne santé. » La belle-sœur partit sans dire un mot. Mais son regard en sortant révélait que ce n'était pas terminé. Pas pour elle. Cette nuit-là, après que le bébé se fut endormi, le milliardaire et la nourrice s'assirent ensemble dans le jardin. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux. « Merci, dit-il, d'être revenu, de te souvenir, de tenir la promesse. » Elle sourit à travers ses larmes. « Merci de m'avoir laissé rester. » Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, ils réalisèrent qu'ils ne faisaient pas que guérir le bébé. Ils se guérissaient mutuellement. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'affrontement avec la belle-sœur. La paix semblait être revenue. Le bébé avait maintenant presque 2 ans et prononçait des phrases complètes. Son mot préféré était le nom de la nourrice. Il l'appelait constamment, comme une encre dans son petit monde. La relation entre la nourrice et le milliardaire avait changé. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou de l'amitié. C'était de l'amour. Pas encore déclaré, mais visible dans chaque regard, chaque geste attentif, chaque conversation qui s'étirait jusque tard dans la nuit. Mais le calme était trompeur. Un samedi matin, alors que le bébé jouait dans le jardin sous la surveillance de la gouvernante, une camionnette se gara devant le portail. Ce n'était pas n'importe quelle camionnette. Elle portait le logo du service de protection de l'enfance sur les côtés. La nourrice était dans la cuisine en train de préparer le goûter lorsqu'elle entendit la sonnette. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Intuition. Peur. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva 2 assistants sociaux et, derrière eux, la belle-sœur avec un sourire froid sur les lèvres. « Nous avons reçu une dénonciation anonyme, » dit l'assistante sociale, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués. Des allégations selon lesquelles un enfant dans cette résidence serait exposé à une situation inappropriée. Nous devons entrer pour évaluer la situation. La nourrice sentit son sang se glacer. Elle regarda la belle-sœur, qui évitait son regard, mais le sourire restait. « Mon patron n'est pas à la maison pour le moment. Il est sorti pour... »
Nous n'avons pas besoin de sa permission. Nous avons une autorisation judiciaire. Ils entrèrent. Fouillèrent chaque pièce. Posèrent des questions intrusives. Prirent des photos. Et lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre du bébé, l'assistante sociale prit quelque chose sous le matelas. Une boîte de médicaments. Des antidépresseurs. Avec le nom de la nourrice. « C'est à vous ?» demanda l'assistante sociale sur un ton accusateur. La nourrice hocha lentement la tête. Il n'y avait aucune raison de mentir. « Oui. J'ai de la dépression. Je l'ai eue depuis que mes parents sont morts il y a 3 ans. Mais je suis en traitement. Je fais de la thérapie. Les médicaments sont contrôlés. Pourquoi étaient-ils cachés sous le matelas du bébé? La question la prit de court. Elle n'avait jamais rien mis là. Ces médicaments étaient dans la salle de bain de sa suite. Je ne les ai pas mis là. Quelqu'un les a déplacés. L'assistante sociale et la belle-sœur échangèrent un regard. L'incrédulité était évidente. Il y a également des témoignages selon lesquels vous démontrez un comportement obsessionnel avec l'enfant, que vous ne permettez pas à d'autres de s'occuper de lui, que vous avez créé une dépendance émotionnelle nuisible. Chaque mot était un coup de poignard. La nourrice regarda la belle-sœur, qui observait maintenant la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. « C'est faux. Je m'occupe de lui parce qu'il en a besoin. Parce qu'il m'a choisi. Parce que vous pensez pouvoir remplacer sa mère. » La voix de la belle-sœur coupa l'air comme une lame. « Ma sœur est morte. Et vous êtes ici à jouer à la maison avec son veuf et à élever mon neveu comme si c'était le vôtre. C'est malsain. C'est mal. » La nourrice sentit les larmes arriver, mais se força à rester ferme. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. J'ai promis pour elle. Nous étions amis. Je ne fais pas semblant. J'aime ce bébé comme si c'était le mien parce qu'elle m'a demandé de l'aimer ainsi. Pratique. Une jolie histoire que personne ne peut vérifier puisque ma sœur est morte. C'est alors que le bébé entra en courant dans le salon, suivi de la gouvernante qui essayait de le retenir. Il avait entendu la voix de la nourrice et était venu la chercher. Lorsqu'il vit les étrangers, il s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. Puis il se mit à pleurer. Pas le pleur habituel d'un enfant effrayé. C'était le cri désespéré d'il y a des mois. Le cri de quand il était perdu. Il courut vers la nourrice et agrippa ses jambes avec force, cachant son visage dans sa jupe. L'assistante sociale observa la scène attentivement. Elle prit des notes. Puis se tourna vers la belle-sœur. L'enfant a clairement un lien fort avec elle. Lien malsain, insista la belle-sœur. Il ne devrait pas dépendre autant d'une employée. C'est alors que le milliardaire arriva. Il avait reçu un message de la gouvernante et était revenu immédiatement de sa réunion. En entrant et en voyant la scène, son expression se durcit. Que se passe-t-il ici? L'assistante sociale expliqua la situation. La dénonciation. Les médicaments trouvés. Les allégations. Le milliardaire écouta tout en silence. Puis, avec un calme effrayant, prit le téléphone et passa un appel. « J'ai besoin que vous veniez ici tout de suite. Apportez tout. » 20 minutes plus tard, un avocat entra dans la maison en portant une lourde mallette. Il salua le milliardaire d'un signe de tête et ouvrit la mallette sur la table basse. « Vous êtes trompé, » dit le milliardaire en regardant directement l'assistante sociale. « Et je vais le prouver. » Il commença à sortir des documents de la mallette. Des rapports médicaux de la nourrice prouvant qu'elle était en traitement régulier et stable. Des lettres de recommandation de thérapeutes. Des rapports de psychologues pour enfants qui avaient évalué le bébé et confirmé qu'il était en bonne santé et bien équilibré. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant. Il sortit une enveloppe et la remit à l'assistante sociale. À l'intérieur, des enregistrements de caméras de surveillance. Images de la belle-sœur entrant dans la chambre du bébé 3 jours auparavant, alors que la maison était vide. Elle se rendit directement dans la salle de bain de la suite de la nourrice, prit les médicaments et les cacha sous le matelas de l'enfant. Le silence fut assourdissant. La belle-sœur pâlit. Ses mains tremblèrent. Je voulais juste placer de fausses preuves pour détruire une personne innocente, compléta le milliardaire d'une voix glaciale. Vous avez fait une dénonciation anonyme basée sur des mensonges que vous avez vous-même inventés. Et vous pensiez que personne ne le découvrirait. L'assistante sociale regarda la belle-sœur avec une désapprobation claire. C'est un crime grave. Falsifier des preuves, faire une dénonciation mensongère, tenter de nuire à la garde d'un enfant. Je peux vous arrêter sur le champ. La belle-sœur recula, le visage rouge de honte et de colère. Je voulais juste protéger mon neveu. Elle n'a pas le droit d'être ici. Elle n'est rien pour lui. Elle est tout pour lui.
cria le milliardaire, perdant enfin son sang-froid. Elle l'a sauvé quand personne d'autre n'y arrivait. Elle l'a ramené à la vie. Et vous, qui auriez dû soutenir, n'avez apporté que douleur et manipulation. Il prit une profonde inspiration, reprenant le contrôle. Ma femme t'aimait. Mais elle m'aimait aussi et aimait notre fils. Et elle m'a fait confiance pour prendre les bonnes décisions pour lui. Pas à vous. Il se tourna vers les assistants sociaux. Vous pouvez faire votre évaluation. Fouillez tout. Parlez à qui vous voulez. Vous découvrirez que mon fils reçoit les meilleurs soins possibles. Et que cette femme, dit-il en désignant la nourrice, est la raison pour laquelle il sourit encore. L'assistante sociale ferma sa mallette. Elle regarda la belle-sœur avec dégoût. Nous devrons enquêter sur ces accusations contre vous. Quant à l'enfant, je ne vois aucune raison d'intervenir. Il est clairement bien soigné et aimé. Après le départ de tous, y compris de la belle-sœur humiliée et vaincue, le milliardaire s'agenouilla devant la nourrice. Le bébé était toujours accroché à elle, mais avait cessé de pleurer. Pardonne-moi. Pour tout. Pour ne pas avoir prévu. Pour ne pas t'avoir protégé plus tôt. Elle toucha son visage avec délicatesse. Tu as protégé. Tu as toujours protégé. Et là, avec le bébé entre eux, ils scellèrent non seulement la fin d'une bataille, mais le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de vrai. Une famille qui n'était pas née du sang, mais de l'amour et de la promesse tenue. 6 mois plus tard, la maison avait complètement changé. Pas seulement dans la décoration ou l'atmosphère, mais dans son essence. Il y avait de la vie ici. Des rires. De la musique. Le son de petits pieds courant dans les couloirs. Le bébé avait maintenant 2 ans et demi. Il prononçait des phrases complètes, chantait des chansons entières et avait une personnalité vibrante. Il était curieux, affectueux et incroyablement attaché aux 2 personnes qui formaient son monde. Son père et la femme qu'il appelait par son nom avec tant d'amour que cela ressemblait à une prière. La nourrice n'était plus seulement une nourrice. Le titre avait changé, mais pas encore officiellement. Elle faisait partie intégrante de cette famille. Elle prenait des décisions, participait aux réunions scolaires, était présente à chaque moment important. Et le milliardaire ne cachait plus ce qu'il ressentait. Il l'aimait, pas comme substitut de sa femme, mais comme quelqu'un de complètement nouveau. Quelqu'un qui était arrivé exactement quand tout le monde en avait besoin et qui avait apporté de la lumière là où il n'y avait eu que ténèbres. Un dimanche après-midi, ils étaient dans le jardin. Le bébé jouait avec des bulles de savon, riant à chaque fois qu'une éclatait sur son nez. La nourrice et le milliardaire observaient assis sur le banc en bois sous l'arbre. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. Elle regarda, curieuse, tandis qu'il la lui tendait. À l'intérieur, il y avait des documents légaux. Elle lut rapidement, et ses yeux s'écarquillèrent. Adoption. Il acquiesça, nerveux. Je veux que tu sois officiellement sa mère. Pas seulement dans le cœur, mais aussi sur le papier. Je veux que tu aies tous les droits. Toute la sécurité. Je veux que personne ne puisse jamais remettre en question ta place dans sa vie. Les larmes commencèrent à couler avant qu'elle ne puisse les contrôler. C'étaient des larmes de pure joie. De gratitude. De quelque chose qu'elle ne savait même pas attendre. Mais, je n'ai rien. Je ne peux pas offrir ce que tu offres. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas. Il prit ses mains fermement. Tu as tout ce qui compte. Tu as l'amour. Tu as la patience. Tu as la promesse que tu as tenue, même sans savoir. Et tu as mon cœur. Elle sanglota, couvrant son visage avec ses mains libres. J'ai tellement peur de ne pas être suffisante. Que, un jour, il grandisse et réalise que je ne suis pas vraiment sa mère. Que je ne suis que... Tu es sa mère. À tous les égards qui comptent. La biologie ne définit pas l'amour. La présence définit. La dédication définit. Et tu as été présente dès le moment où il avait le plus besoin de toi. Le bébé courut vers eux à ce moment-là, grimpa sur les genoux de la nourrice et embrassa son visage trempé de larmes. « Pourquoi tu pleures » demanda-t-il d'une voix douce et inquiète. Elle sourit à travers ses larmes et serra ce petit corps contre sa poitrine. « Je suis heureuse, mon amour. Très heureuse. » Il sembla satisfait de la réponse et retourna jouer, mais pas avant de lui donner un autre baiser, exactement comme le premier jour. « Il y a une autre chose, » dit le milliardaire, maintenant avec un sourire timide sur les lèvres. Il se leva et s'agenouilla sur l'herbe devant elle. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours bleu. Son cœur s'arrêta. « Je sais que ça peut sembler rapide. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître. Mais je sais aussi que je ne veux imaginer un seul jour de ma vie sans toi. Je ne veux pas seulement que tu sois la mère de mon fils. Je veux que tu sois ma femme, ma partenaire, ma famille. »
Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique. Ce n'était pas ostentatoire. C'était délicat. Parfait. Veux-tu m'épouser? Elle ne put parler. Elle hocha simplement la tête à plusieurs reprises, tandis que d'autres larmes coulaient. Il lui mit la bague au doigt et la tira dans une étreinte ferme. Le bébé, comprenant que quelque chose de spécial se passait, courut à nouveau et se jeta dans l'étreinte des deux, riant aux éclats. Et là, sous l'arbre du jardin, ils restèrent. Une famille que le destin avait tissée avec des fils invisibles. 3 mois plus tard, le mariage eut lieu. Ce fut une cérémonie petite et intime, uniquement avec les personnes qui comptaient vraiment. La gouvernante pleura pendant tout l'événement. L'avocat qui les avait aidés était là, souriant fièrement. Et le bébé, vêtu d'un petit costume, porta les alliances avec une adorable gravité. Il n'y eut aucun invité indésirable. La belle-sœur ne se montra pas. Après l'incident, elle s'était complètement éloignée. Des rumeurs disaient qu'elle était en thérapie, gérant enfin le deuil de façon saine. Peut-être qu'un jour, elle pourrait revenir et faire partie de la vie de son neveu à nouveau. Mais pour l'instant, son absence était un soulagement. Pendant les vœux, la mariée regarda le marié et dit quelque chose qui fit retenir leur souffle à tous dans la salle. « Je ne suis pas venu vers toi par hasard. Je suis venu parce qu'une fillette de 11 ans a fait une promesse à sa meilleure amie. Et même en oubliant, même en perdant le chemin, mon cœur s'en est souvenu. Mon âme s'en est souvenue. Et m'a ramené pour tenir ma promesse, prendre soin de celui qu'elle aimait le plus. Mais dans le processus, j'ai trouvé celui que j'aime le plus. Toi et ce garçon incroyable. Merci de m'avoir laissé faire partie de cela. Merci de m'avoir choisi à nouveau. » Il n'y eut pas un œil sec dans la salle. Quand le juge les déclara mari et femme, le bébé cria « Bisous, bisous !» Et tout le monde rit. Ils s'embrassèrent tandis que le petit applaudissait avec enthousiasme. Les années passèrent. Le bébé grandit et devint un garçon intelligent et affectueux. Il ne questionna jamais qui était sa mère. Pour lui, il n'y en eut toujours qu'une. La femme qui chantait pour qu'il s'endorme, qui soignait ses blessures, qui lui enseignait la gentillesse et le courage. Lorsqu'il eut 7 ans, il posa une question pendant le dîner. « Pourquoi je t'ai appelé par ton nom quand j'étais bébé? Pourquoi je n'ai pas dit « maman » tout de suite ?» La mère sourit, échangeant un regard avec son mari. « Parce que tu étais intelligent. Tu savais que tu devais me trouver d'abord. Et quand tu m'as trouvé, tu savais que je resterais pour toujours. » Il sembla satisfait de la réponse et retourna manger, mais ajouta ensuite quelque chose qui fit vibrer son cœur d'émotion. « Je rêve parfois d'une femme qui te ressemble. » Elle sourit et dit qu'elle est heureuse. « Je pense que c'est mon autre maman. Celle qui est au ciel. » Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « Elle est heureuse, mon amour. J'en suis sûr. » Et c'était vrai. Car où que soit son ami d'enfance, elle savait que la promesse avait été tenue. Que son fils était aimé, protégé et heureux. Que leur amitié avait transcendé le temps, la mort et la séparation. Le véritable amour ne connaît pas de barrière. Il n'a pas besoin de sang pour exister. Il n'a pas besoin de perfection pour s'épanouir. Il a seulement besoin de présence, de choix, de promesses tenues même lorsqu'elles sont oubliées. Et parfois, il a besoin d'un bébé qui reconnaît, dans un baiser innocent, la personne qui est venue sauver non seulement lui, mais toute une famille brisée. Parce que la famille ne se définit pas par celui qui t'a donné la vie. Elle se définit par celui qui choisit de rester et de construire la vie à tes côtés. Elle se définit par celui qui apparaît quand tout s'effondre et dit, sans mots, je suis là. Et je ne partirai pas. Et c'est la leçon la plus puissante de toutes. L'amour trouve son chemin. Toujours. Même quand tout semble perdu. Même quand la douleur semble éternelle. L'amour trouve un moyen de renaître, de reconstruire, de tenir les promesses faites il y a longtemps par des enfants qui croyaient en la magie. Parce que peut-être, juste peut-être, ils avaient eu raison tout le temps. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et souvenez-vous, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une promesse faite avec